L'histoire regorge d'histoires incroyables, certaines si étranges qu'elles semblent sorties d'un roman, comme celle d'une jeune fille disparue sans laisser de traces ou celle d'un millionnaire excentrique momifié. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ces récits historiques étranges dont vous n'avez probablement jamais entendu parler à l'école. Alors accrochez-vous, car voici l'histoire comme vous ne l'avez jamais entendue auparavant. Maintenant, allons dans le New York de la fin du XIXe siècle. Adele Edith Bowes est née à New York à la fin de l'année 1895. Elle venait d'une famille prospère de juifs américains dont les racines étaient en Europe centrale. Il est important de comprendre leur notoriété en Amérique pour saisir pleinement pourquoi l'histoire d'Adele est brièvement devenue une nouvelle nationale aux États-Unis en 1909. La famille Boas était originaire de la région de Silésie, dans le royaume de Prusse, qui correspond aujourd'hui à la zone frontalière entre l'Allemagne, la Pologne et la République tchèque. Un membre de la famille, Émile Boas, avait quitté la région pour les États-Unis en 1874, alors qu'il n'avait que 19 ans. Il s'est rapidement imposé comme un homme d'affaires prospère dans le secteur du transport maritime et du fret en Amérique, s'appuyant sur les relations de sa famille dans la même industrie en Europe. Bientôt, d'autres membres de la famille commencèrent à le rejoindre aux États-Unis, laissant derrière eux l'antisémitisme croissant de la société européenne. Son cousin Arthur était l'un d'eux. Arthur Bowis était le père d'Adele, et il avait épousé Blanche Hochstetter. Ils ont ensuite eu 3 enfants, dont Adele était la cadette. L'aîné était son frère Percy, tandis qu'une seconde fille, Edith, était la benjamine de la famille. Arthur a ensuite fondé une entreprise de fil à succès et est devenu une figure importante de l'industrie textile de New York à l'aube du XXe siècle. Cependant, la véritable fortune familiale a été amassée par le cousin Émile, qui, en 1900, était le directeur général et administrateur résident de la compagnie maritime Hamburg America. C'était l'une des plus grandes compagnies de transport au monde, et elle a transporté des millions de personnes entre l'Europe et les Amériques au début du XXe siècle. Ainsi, Émile était un homme très riche, et Adele était née dans une famille importante d'immigrants juifs américains et, même s'il rentrait pas au niveau des Astor ou des Vanderbilt, le nom de la famille Boas imposait le respect dans la haute société new-yorkaise de l'époque. Malgré son milieu aisé, le monde n'aurait jamais entendu parler d'Adele Boas sans les événements du vendredi 23 avril 1909. À cette époque, Adele avait 13 ans et on la décrivait comme grande, aux yeux bleus, blonde et avec une ressemblance frappante avec son père. Elle vivait une vie privilégiée, entourée de domestiques qui s'occupaient avec dévouement de tous ses besoins et de ceux de sa fratrie. La famille vivait dans une grande maison de ville sur la 88e rue Ouest, à côté de Central Park à Manhattan, un bâtiment suffisamment vaste pour qu'une clôture entoure la maison des Boas. Depuis là, Adele fréquentait la prestigieuse école Jacobi, une école progressiste mixte qui... Laura Jacobi, elle-même une émigrée juive d'Allemagne vers les États-Unis, l'avait fondée en 1896. Aujourd'hui, cependant, elle est connue sous le nom d'école Calhoun. Pourtant, malgré sa situation privilégiée, Adele semblait apparemment mécontente de sa vie à Manhattan, et en particulier de ce qu'elle percevait comme le comportement oppressif de ses parents qui la faisaient pas accompagner chaque jour à l'école et en revenir. Cela expliquerait les événements du 23 avril 1909. Ce jour-là, Adele et sa mère Blanche sont sorties pour faire quelques courses. Avant de partir, Adele avait appelé une amie pour planifier une rencontre avec elle le soir même. Puis, alors qu'elle faisait des courses, Adele a dit à sa mère qu'elle était fatiguée et qu'elle voulait rentrer à la maison. Blanche a accepté et l'a laissée partir en lui donnant des indications pour rentrer à la maison, qui n'était qu'à quelques rues de là. Cependant, lorsque Blanche est rentrée à la maison des Boas sur la 88e rue Ouest vers 18h, sa fille amante s'était introuvable et elle n'était pas rentrée cette nuit-là. Ainsi, le matin du 24 avril, après avoir demandé l'aide de leur cousin Émile, la famille Boas a signalé la disparition d'Adele. On ne peut qu'imaginer à quel point ses parents étaient inquiets et effrayés, et ce qui s'est passé ensuite pourrait vous surprendre.
Dès que la disparition d'Adèle Boas a été annoncée, une tempête médiatique a éclaté. Il y avait de bonnes raisons à cela. Arthur Boas a immédiatement fait savoir qu'il offrait une récompense de 1 000 $ pour toute information permettant de retrouver sa fille, une somme très importante, équivalente à environ 45 000 $ aujourd'hui. Cela, ainsi que le statut de la famille Bowers dans la communauté des affaires de New York, a conduit de nombreux grands journaux de New York et de la côte Est à relayer l'histoire le 25 avril. Parallèlement, l'agence de détectives Pinkerton, la principale agence d'investigation des États-Unis au XIXe et au début du XXe siècle, a été engagée pour commencer à chercher des indices sur la localisation de la petite Adèle. Au début, laissant presque aucune information de quelque nature que ce soit n'a été communiquée, ce qui a entraîné beaucoup de rumeurs, et bientôt, Wallish, toute une série de rumeurs et de théories sur l'endroit où pourrait se trouver Adèle ont commencé à circuler dans les bars et les salons de New York. Certaines de ces rumeurs reflétaient entre les préoccupations contemporaines concernant la révolution automobile des années 1900, en spéculant qu'Adèle avait été renversée par une voiture. D'autres en ont inévitablement conclu qu'elle avait été tuée ou enlevée. Une autre théorie soutenait qu'Adèle était mentalement instable et affirmait qu'on l'avait vue dormir dehors dans Morningside Park, dans le nord de Manhattan. La seule chose qui reliait toutes ces théories était qu'aucune d'entre elles n'était fondée sur la moindre preuve. Mais l'une de ces théories allait-elle s'avérer vraie ? Les parents d'Adèle espéraient le meilleur, mais au fil des heures et des jours, ils devenaient de plus en plus inquiets quant à la disparition de leur fille. Au final, toutes les théories étaient fausses. Le 26 avril, à ce moment-là, Arthur Bowers avait augmenté la récompense qu'il offrait de 1 000 $ à 5 000 $. Deux personnes ont contacté la police pour déclarer qu'elles avaient des informations concernant la localisation d'Adèle. Il s'agissait de Madame Elizabeth Upton et de Monsieur Adolphe Helter, deux habitants de Boston. Adolphe Helter a pu confirmer qu'Adèle se trouvait en Nouvelle-Angleterre, à 200 miles au nord de New York, d'où elle avait disparu 3 jours plus tôt. Il a aussi informé les autorités de son retour en train vers le sud, en direction de Manhattan. C'est ainsi qu'Adèle Burr est arrivée à la gare de Grand Central vers 2 heures de l'après-midi, le 26 avril 1909. Là, elle a été accueillie par son oncle Émile et certains des enquêteurs qui l'avaient engagée. Quand elle est descendue du train, rien dans son apparence ne laissait penser qu'elle avait subi une pression intense, ni physique ni mentale. Ils se sont rendus à l'Upper West Side, à la maison familiale des Boas, où Adèle a salué ses parents. Elle a ensuite été examinée par le médecin de famille qui a déclaré qu'elle était en parfaite santé et qu'elle avait seulement besoin de sommeil. Le lendemain, des journaux comme le New York Times et le New York Tribune ont rapporté qu'Adèle avait été retrouvée vivante et en bonne santé et qu'elle avait retrouvé sa famille. Mais des questions subsistaient en main, comme où elle avait été et ce qu'elle avait fait entre sa disparition le 23 ans et sa réapparition le 26, et en quoi consistait ce mystérieux voyage à Boston. Dans les heures qui ont suivi la réapparition d'Adèle à New York, son histoire était devenue plus claire. Elle affirmait avoir été bouleversée par l'attitude autoritaire de ses parents concernant sa scolarité et sa vie en général. Adèle, semble-t-il, était taquinée par ses camarades d'école à propos du fait qu'elle était accompagnée chaque jour à l'école et en revenait par une domestique employée par la famille Boas. Elle décida donc de s'enfuir brièvement pendant une semaine environ afin de prouver qu'elle pouvait s'occuper d'elle-même. Ce qui l'avait poussée à bout, c'est que le jour de sa disparition, sa mère lui avait donné des instructions si précises sur la façon de parcourir les quelques pâtés de maison jusqu'à la maison, comme si elle ne connaissait pas elle-même le chemin. En conséquence, lorsque Adèle quitta sa mère cet après-midi-là, elle rentra bien à la maison, mais seulement le temps de récupérer ses maigres économies, soit 14 $, dans sa chambre. Elle repartit ensuite et prit le tramway Crosstown à travers Manhattan jusqu'à la gare Grand Central. De là, elle monta dans le train pour Boston. Il ne semblait pas y avoir de raison particulière pour qu'elle choisisse cette destination, si ce n'est que c'était une ville dont elle avait beaucoup entendu parler et à laquelle elle pouvait se rendre directement en train depuis New York. Une fois arrivée à Boston, Adèle avait réussi à obtenir une chambre dans une pension avec le peu d'argent qu'elle possédait, la payant à l'avance et donnant un faux nom.
Le lendemain, elle se promena dans les rues de Boston et se mit à chercher un emploi. C'est ici qu'Elizabeth Upton entra en jeu. Adèle obtint un poste de serveuse dans un restaurant du quartier Charleston de Boston, travaillant pour Upton, et passa le dimanche 25 avril à y travailler. Et c'est ici que le plan d'Adèle Bulbous s'est effondré. Pendant son service, elle s'est coupé le doigt en tranchant du pain et a décidé qu'elle n'aimait pas son nouveau travail. Alors, le 26 avril, elle est repartie pour Manhattan. Lors du trajet retour d'Adèle, la police essaie montée dans le train pour la retrouver. Ils l'ont rapidement retrouvée et lui ont demandé si elle était la fille disparue, Adèle Boas, mais elle a menti en disant qu'elle s'appelait Freda Dalton, a même pris un faux accent allemand et a fait semblant de ne pas bien comprendre l'anglais. La ruse d'Adèle était si habile que la police en était déconcertée. Ils ont informé la police new-yorkaise que la fille disparue n'était pas dans le train. Adèle avait certainement toute sa tête, car les autres passagers ont également été trompés par son jeu et étaient même convaincus qu'elle n'était que Freda Dalton, une jeune Allemande en route pour New York. Pourtant, environ 1 heure avant l'arrivée de son train à New York, un détective l'a identifiée et, après lui avoir parlé un moment, a finalement réussi à lui faire admettre qu'elle était Adèle Bowes. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait menti à la police au sujet de son identité, elle a déclaré « Parce que je ne voulais pas aller en prison là-bas et puis j'avais peur que si je le disais à quelqu'un, il puisse toucher la récompense de 5 000 $ que papa offrait pour moi. » Ce fut une odyssée de 3 jours très étrange, à la fin de laquelle Adèle était heureuse d'être rentrée chez elle et il ne lui restait plus qu'1 $. Elle a sûrement reçu une punition sévère de la part de ses parents, malgré leur soulagement commun de la voir rentrer à la maison. Toute cette épreuve a dû leur confirmer qu'elle était en fait capable de marcher seule les quelques pâtés de maison jusqu'à l'école le matin. L'histoire d'Adèle Bowles est devenue en quelque sorte le modèle pour toute une série de cas similaires depuis, impliquant des femmes blanches disparaissant dans des circonstances mystérieuses et le niveau exceptionnellement élevé d'attention médiatique que ces histoires suscitent. Le premier exemple clair s'est produit en décembre 1910, 1 an et demi après la brève disparition d'Adèle, lorsque Dorothée Arnold, une héritière et mondaine new-yorkaise de 25 ans, a disparu sans laisser de traces à New York après être sortie à Manhattan et avoir dit à une amie qu'elle allait rentrer chez elle à pied en traversant Central Park. Les journaux new-yorkais n'ont pas tardé à rappeler au public lecteur de l'époque l'affaire Bowles et à quel point celle-ci ressemblait à la disparition d'Arnold. Malheureusement, dans le cas de Dorothée Arnold, elle n'a jamais été revue de manière confirmée et ses restes n'ont pas été retrouvés si elle a été victime d'un acte criminel. Beaucoup trop d'affaires comme celle-ci n'ont malheureusement pas eu une fin aussi heureuse que celle de Bowles. Adèle a continué à mener une vie sans histoire, qu'elle a évité pour toujours les projecteurs médiatiques après cela. Le reste de sa vie demeure peu connu. Ensuite, nous nous dirigeons vers l'Angleterre où une femme a fini par être momifiée et a été laissée sans sépulture pendant plus de 100 ans. L'étrange histoire de la momie de Manchester ne commence pas avec un souverain de l'Égypte ancienne comme on pourrait le croire, et elle n'implique pas non plus un égyptologue, le nom donné aux archéologues et historiens de l'Égypte ancienne. Au lieu de cela, elle commence avec Anna Beswick, une femme aisée mais autrement sans histoire de Manchester. Anna est née en 1688 à Chetwood, dans Old Hall, en périphérie de Manchester. À cette époque, la ville du Nord n'était guère plus qu'une bourgade tranquille, car la révolution industrielle qui allait la transformer était encore à près d'1 siècle de là. Ses parents étaient Jean Beswick et Patience Beswick. Ils faisaient partie d'une famille d'affaires aisée à une époque où l'industrie du textile était déjà importante dans la grande région du Yorkshire et du Lancashire. Ainsi, lorsque son père est décédé en 1706, alors que Anna entrait dans la fin de son adolescence, elle a hérité d'une fortune considérable de sa part. Cela représentait des milliers de livres, soit des millions selon la valeur actuelle. Avec cette somme, elle acheta le manoir de Bertram Bower à Hollywood près d'Oldham, une banlieue de Manchester aujourd'hui, bien qu'à l'époque, il s'agissait d'une ville totalement distincte. Là, elle mena une vie plutôt sans histoire jusqu'à sa mort en février 1758, alors qu'elle avait probablement 69 ans. Pourtant, elle était quelque peu excentrique, enterrant une grande partie de sa fortune en 1745, lorsque la rébellion jacobite en Écosse cette année-là menaçait de s'étendre au nord de l'Angleterre, ce qui fut le cas pendant un certain temps.
Il semble qu'elle n'ait jamais récupéré l'argent enterré ni révélé son emplacement à ses proches, entraînant des chasses au trésor modernes autour de Birch et Bower. À ce stade, vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec la momie dans tout cela. Eh bien, tout cela est lié au phénomène des enterrements prématurés qui se produisait qu'un mois dans l'Europe moderne et à un incident étrange impliquant le frère de Hannah Beswick, qui a eu un impact durable sur sa psychologie. Mais je compte pour l'écran. Mieux comprendre l'histoire de Hannah Beswick, il faut d'abord se pencher sur les enterrements prématurés qui n'étaient pas si rares à l'époque. Un enterrement prématuré, c'est lorsqu'une personne est enterrée dans un cercueil dans le cadre d'une sépulture chrétienne pour ensuite se réveiller vivante sous terre. Cela pouvait arriver pour plusieurs raisons. Parfois, des personnes tombaient dans le coma et se réveillaient enterrées vivantes dans un cercueil, car leurs proches étaient convaincus qu'elles étaient mortes. D'autres fois, de rares maladies comme le syndrome d'enfermement pouvaient leur faire croire qu'une personne était décédée. Les funérailles et l'enterrement avaient donc lieu. Plus couramment, c'était peut-être des personnes entrant dans un état catatonique complet qui pouvaient donc convaincre les autres qu'elles étaient décédées. Quelle qu'en soit la cause, le problème à l'époque moderne était qu'un manque de connaissances médicales et scientifiques menait souvent à un diagnostic prématuré de décès. Surtout dans les zones rurales, il y avait généralement très peu de personnes capables de prendre une décision éclairée sur le fait qu'une personne était morte ou non. Même une procédure comme vérifier le pouls, qui nous semble aujourd'hui si simple que nous la tenons pour acquise, n'était peut-être pas pratiquée il y a des centaines d'années. Sans surprise, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans un cercueil alors qu'elles étaient encore en vie. Les chiffres ont fait l'objet de nombreux débats et ne peuvent pas être déterminés avec précision, mais les spécialistes du sujet estiment que des milliers de personnes étaient enterrées vivantes chaque année à travers l'Europe à l'époque moderne. Le médecin J. Stenson Hooker a estimé ce chiffre à environ 800 par an, rien qu'en Angleterre et au pays de Galles. Comme on pouvait s'y attendre, certaines personnes étaient très inquiètes que cela puisse leur arriver. Hannah Beswick était l'une de ces personnes, et elle a pris des mesures extrêmes pour s'assurer de ne pas être victime d'un tel sort. Le parcours de Hannah Beswick pour devenir la momie de Manchester a débuté aux obsèques de son frère James, au début des années 1750. La date exacte n'a malheureusement pas été enregistrée. Les funérailles de James commencèrent un coup comme toutes les autres, avec des gens assistant à une cérémonie religieuse chrétienne, suivie du transfert de son corps au cimetière. Alors que le corps de James allait être inhumé, un des personnes en deuil remarqua quelque chose d'inhabituel. James semblait-il cligner des yeux. La personne fit rapidement part de cela, et un examen plus approfondi de son corps par le docteur Charles White, un jeune médecin à l'époque, révéla que James Beswick était bel et bien vivant. Les personnes en deuil ramenèrent tôt son cercueil chez lui, où il retrouva pleinement conscience quelques jours plus tard, quelle que fût la maladie dont il souffrait. L'expérience de James, qui a failli être enterré vivant, eut un impact immense sur sa sœur Hannah Beswick. On pourrait dire qu'elle développa alors la taphophobie, la peur d'être enterrée vivante. Mais savoir si l'on peut vraiment parler de taphophobie dans ce cas précis reste bien sûr sujet à débat. Une phobie est généralement quelque chose qui comporte un élément d'irrationalité. Cependant, ayant vu son frère être presque enterré vivant quelques années plus tôt, Madame Beswick avait toutes les raisons de craindre que la même chose ne lui arrive. Néanmoins, cela allait bientôt conduire à un développement extraordinaire. Hannah Beswick est décédée seulement quelques années après que son frère ait failli être enterré vivant. Il a rapidement été révélé qu'elle avait pris d'énormes précautions pour s'assurer qu'elle ne serait pas enterrée vivante elle-même. En juillet 1857, elle avait modifié son testament pour léguer 100 livres au docteur Charles White, le même médecin qui avait déclaré que son frère était en fait vivant sur sa tombe quelques années plus tôt. Avec cela, le docteur devait s'assurer qu'une fois morte, le corps de Hannah ne serait pas enterré, mais plutôt conservé hors sol indéfiniment, où il devait effectuer des contrôles réguliers pour s'assurer qu'elle n'avait pas été déclarée morte par erreur. Il existait évidemment des moyens de gérer la taphophobie. La peur d'être enterré vivant à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne était si forte que divers dispositifs furent utilisés pour l'empêcher. L'une de ces mesures était le cercueil de sécurité. Il s'agit d'un cercueil équipé d'un mécanisme pour empêcher l'enterrement,
prématurée. Un type de cercueil de sécurité comprenait un levier qui permettait d'ouvrir le cercueil de l'intérieur. Tout cela était bien tant que le cercueil n'était pas encore enterré, mais il est difficile de voir comment cela fonctionnerait s'il y avait près de 2 mètres de terre au-dessus du cercueil, pesant sur le couvercle. Après le décès de Beswick en 1758, White opta pour une méthode totalement différente des dispositifs couramment utilisés, tels qu'une cloche qui sonnait. La taphophobie de Hannah Beswick n'explique que partiellement comment la momie de Manchester a vu le jour. L'autre partie de l'explication réside dans les décisions plutôt excentriques du Dr Charles White. Il aurait pu choisir toute une gamme de méthodes pour préserver le corps de Hannah afin de respecter ses dernières volontés, mais parmi elles, il a choisi la méthode inhabituelle de la momification. Il ne semblait y avoir aucune mention dans le testament de Beswick indiquant qu'elle souhaitait être embaumée, pourtant White l'a fait quand même. Après avoir attendu suffisamment longtemps pour s'assurer qu'elle était bien morte, White a décidé de renforcer sa volonté de ne pas être enterrée. De la térébenthine et du vermillon ont été injectés dans les artères et les veines du cadavre, les organes ont été retirés et autant de sang que possible a été extrait du corps. Après avoir été lavés à l'alcool, les organes ont ensuite été réinsérés et les cavités du corps ont été remplies de substances comme la résine et le camphre. Enfin, le corps était oint d'huile et placé dans un sarcophage rempli de plâtre de Paris. C'est ainsi qu'est née la momie de Manchester. Pourquoi White a fait cela n'est pas tout à fait clair, même si cela était en grande partie lié à un litige juridique concernant le testament de Hannah. Afin de recevoir les 100 livres qui lui avaient été légués, une somme considérable à l'époque, White pensait qu'il devrait prouver qu'il avait préservé son corps d'une manière ou d'une autre sans l'enterrer, conformément à ses instructions. Il a peut-être aussi été inspiré par un désir scientifique de comprendre comment fonctionnait la momification, et à cette époque, il était déjà un pionnier dans les domaines de la chirurgie, de l'obstétrique et de l'orthopédie. Restait la question délicate de savoir où conserver la momie de Manchester. Pendant un certain temps, son corps embaumé a été conservé à Ancolts Hall, un grand manoir appartenant à un autre membre de la famille. Mais ses proches sont vite devenus mal à l'aise à l'idée d'avoir les restes macabres de Hannah chez eux, et la momie a été rendue à White après une courte période. Par la suite, mais apparemment pour le reste de sa vie, jusqu'en 1813, soit environ 55 ans après la mort de Hannah, White a gardé la momie de Manchester exposée dans une ancienne grande caisse d'horloge sur pied. La curiosité a rapidement attiré l'attention, et au fil des décennies, de nombreuses personnes ont payé un petit prix pour visiter la maison de White et voir la momie de Manchester. Lorsque White est mort en 1813, la momie de Manchester a été héritée par un de ses collègues, un certain Dr Hollier, qui en a eu la possession pendant les 15 années suivantes jusqu'à sa propre mort en 1828. Elle a ensuite été donnée au musée de la Société d'histoire naturelle de Manchester. C'est à ce moment-là que les restes embaumés de Beswick sont devenus connus sous le nom de la momie de Manchester. À une époque de curiosité scientifique où les expositions universelles et les foires étaient très en vogue, le musée a tiré parti de cette étrange exposition. Et la momie de Beswick est devenue une véritable sensation au milieu du XIXe siècle. L'odyssée des restes de Hannah Beswick prendrait finalement fin en 1868, 110 ans après sa mort. L'année précédente, le musée de la Société d'histoire naturelle de Manchester avait été intégré au nouveau musée de Manchester. Alors que ses collections étaient donc transférées et reclassées, la momie de Manchester devint un sujet de controverse, car certains responsables religieux et hommes politiques commencèrent à soutenir qu'il était inacceptable que les restes d'une femme du XVIIIe siècle, n'ayant pas reçu de sépulture chrétienne appropriée, soient exposés au public de cette manière. Une procédure judiciaire s'ensuivit, au terme de laquelle il fut conclu que Hannah Beswick était certainement légalement décédée à ce stade, et que son souhait de ne pas être enterrée au cas où elle serait encore en vie n'avait plus besoin d'être respecté. Ainsi, le 22 juillet 1868, Hannah Beswick fut enterrée au cimetière d'Arbor Hay à Manchester. Elle n'était presque certainement pas en vie lorsqu'elle a été enterrée. Dans les années qui ont suivi sa mort et précédé son enterrement, sa maison, Birch and Bower, a été transformée en appartement.
Et plusieurs des résidents ont affirmé avoir vu une silhouette vêtue d'une robe en soie noire et d'une coiffe blanche, qu'ils ont décrite comme étant Anna Beswick. Elle glissait à travers son ancien domaine et disparaissait à une dalle en particulier. Bertrand Bauer a finalement été démoli pour faire place à une usine, mais des apparitions de son prétendu fantôme ont tout de même été signalées. Avec l'avènement de la science et de la médecine moderne, le phénomène de l'enterrement prématuré ou vivant a considérablement diminué à la fin du XIXe siècle et a pratiquement disparu au XXe siècle. Il y avait une plus grande prise de conscience du fait que les gens pouvaient tomber temporairement dans le coma ou souffrir de maladies qui pouvaient les faire paraître morts pendant des jours, voire des semaines. Plus important encore, les médecins étaient formés à vérifier les signes vitaux des personnes pour s'assurer qu'elles étaient réellement mortes avant de commencer le processus d'inhumation. Cela dit, les enterrements prématurés ne sont toujours pas inconnus. En 2013, une vidéo est apparue montrant un homme extrait vivant de sa propre tombe au Brésil après avoir été pris à tort pour mort. Cependant, ces cas restent rares. Au lieu de cela, les enterrements prématurés et la taphophobie sont devenus davantage une caractéristique des films d'horreur comme L'enterré vivant de 1962 et Enterré vivant de 1990. Cela apparaît même dans la deuxième partie des films Kill Bill de Quentin Tarantino. Cela témoigne de la peur que peut encore provoquer l'idée d'être enterré vivant, même à une époque où cela n'arrive presque plus. Imaginez à quel point cela devait être effrayant à une époque où des centaines, voire des milliers de personnes étaient enterrées vivantes chaque année, et nous commençons à comprendre comment l'étrange histoire de la momie de Manchester a vu le jour. Les excentriques sont définis comme des personnes ayant un comportement non conventionnel et quelque peu étrange, et le sujet de cette prochaine histoire entre parfaitement dans cette catégorie. Amy Isabella Crocker est née dans la ville de Sacramento, en Californie, le 5 décembre 1864. Son prénom était à l'origine orthographié Amy, bien qu'elle ait recommencé à l'écrire Aimee. Dans les années suivantes pour paraître plus avant-gardiste. Elle venait d'une famille nombreuse dans laquelle elle était la 6e de 7 enfants. Elle a reçu une éducation d'élite selon les standards de l'époque, mais il faut se rappeler qu'il s'agissait d'une société encore en développement en Californie dans les années 1860 et 1870. Les États-Unis n'avaient acquis la région du Mexique qu'en 1848 à la fin de la guerre américano-mexicaine, et la colonisation à grande échelle de l'Ouest a commencé 1 an plus tard, après la découverte de filons d'or dans la région. L'histoire d'Amy doit être comprise à la lumière de son milieu privilégié. La famille Crocker était extrêmement riche. Son père était Edwin B. Crocker, un avocat éminent et homme politique occasionnel originaire de New York, qui a déménagé sa famille à Sacramento au milieu des années 1850, peu de temps après avoir épousé sa seconde femme, la mère d'Amy, Margaret Rodd. Le frère d'Edwin, l'oncle d'Amy, était Charles Crocker, qui est ensuite devenu l'un des fameux Big Four, les 4 grands investisseurs qui ont financé la création du premier chemin de fer transcontinental. Dans les années 1860, cela a permis de poser des voies ferrées depuis l'Iowa, dans le Midwest, jusqu'à San Francisco, reliant ainsi le réseau ferroviaire américain de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Edwin a agi en tant que conseiller juridique des Big Four dans la société et a reçu des actions, ce qui a fait de lui un homme extrêmement riche. Lorsqu'il est décédé en 1875, Amy n'avait que 10 ans et elle a hérité de 10 millions de dollars de sa part, ce qui équivaut à plus de 300 millions de dollars aujourd'hui. Ainsi, durant sa vie, Amy n'a jamais eu à se soucier de l'argent. L'un des aspects les plus marquants de la vie d'Amy Crocker, et certainement celui qui a suscité le plus de spéculations dans la presse, était sa vie amoureuse tumultueuse et haute en couleurs. Cela a commencé très tôt. Adolescente, l'attirance d'Amy pour les garçons inquiétait sa mère, qui envoya rapidement sa fille rebelle en Europe, pensant que quelques influences du vieux continent pourraient la guérir de ses maux. Cela a eu l'effet contraire. Alors qu'elle fréquentait une école d'élite en Allemagne au début des années 1880, Amy entama une aventure avec un prince allemand, ce qui lui valut sa première demande en mariage. Cependant, le mariage fut évité lorsque Amy s'enfuit avec un torero espagnol. C'était une première déclaration sur son style de vie libre et sa vie personnelle chaotique.
De retour en Californie, après sa première aventure à l'étranger, Amy épousa Richard Porterash en 1882, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Il avait 21 ans et était le neveu de David Farragut, le tout premier amiral de la marine des États-Unis et un héros décoré de la guerre de Sécession. Mais le mariage fut dramatique dès le début. Pendant leur lune de miel, le train dans lequel ils se trouvaient a déraillé, les obligeant à évacuer les wagons en urgence. Un an plus tard, ils eurent une fille nommée Alma, qui devint la source d'une amère bataille pour le divorce lorsque leur mariage s'effondra à cause des investissements financiers très spéculatifs d'Ash et de la perte d'une somme énorme au jeu au milieu des années 1880. La procédure judiciaire fit la une des journaux nationaux. Finalement, le juge donna raison à Richard, affirmant qu'il était le moins irresponsable des deux parents excentriques d'Alma. Finalement, Alma, dont le nom fut légalement changé en Gladys quelques années plus tard, fut adoptée par la mère d'Amy et principalement élevée par elle. Amy décida de quitter la Californie après l'effondrement celtique de son premier mariage. Cette fois, elle partit vers l'ouest, prenant un navire de la Californie jusqu'aux îles Hawaï en 1888. Celle-ci ne faisait pas encore partie des États-Unis, bien que des hommes d'affaires américains commencèrent à jouer un rôle majeur dans ces affaires, principalement pour pouvoir dominer l'industrie fruitière sur place. Elle rencontra bientôt le roi Kalakaua d'Hawaï, le dernier roi des îles, connu sous le nom de monarque joyeux. Ils se connaissaient depuis 1881, lorsque Amy, qui avait 16 ans à l'époque, avait rencontré le monarque joyeux lors de sa visite officielle à travers l'Europe. Ainsi, Amy fut reçue généreusement à son arrivée à Honolulu et reçut le titre de princesse Palaikalani. Le roi lui offrit même une île à elle, bien qu'il s'agisse de l'une des plus petites îles, en grande partie inhabitées, de l'archipel. C'est à Hawaï qu'Amy rencontra et épousa son deuxième mari. Henry Mansfield Gillig était capitaine de navire, explorateur, parfois magicien et chanteur d'opéra. En bref, il était exactement le genre de personnage excentrique et haut en couleur qu'Amy pouvait épouser. La visite à Hawaï fut par ailleurs scandaleuse. Amy scandalisa les missionnaires locaux venus en grand nombre pour convertir les autochtones au christianisme, en pariant un jour à Honolulu qu'elle ferait le tour du centre-ville nu. Elle gagna le pari et s'arrêta même en plein milieu pour tenter de convaincre le groupe de musiciens à cordes qu'elle croisa de l'accompagner. Par la suite, les missionnaires exigèrent que le roi l'expulse des îles, ce qu'il refusa de faire. Finalement, lorsqu'elle partit, ce fut pour elle et Henri de se diriger vers l'est afin de parcourir l'extrême orient de l'Asie, bien que il reviendrait à plusieurs reprises à Hawaï. Entre 1889 et 1894, Amy et son deuxième mari ont entrepris une immense odyssée à travers le monde du Pacifique. Cela les a menés en Chine, au Japon, à Hong Kong, à Bornéo, en Inde et dans de nombreux autres endroits. Si l'on en croit ses propres récits de ces années, écrits dans ses mémoires et dans plusieurs autres textes qu'elle a rédigés, et personne n'a jamais présenté de preuves suggérant qu'elles aient été autre chose qu'honnêtes dans ses souvenirs, alors elle a vécu des aventures étranges durant cette période, échappant à des chasseurs de têtes cannibales dans les Indes orientales, affrontant des lanceurs de couteaux trop zélés dans la ville de Shanghai en Chine, et aurait même survécu à une tentative d'empoisonnement à Hong Kong. Dans la colonie britannique de l'île, elle a également fréquenté une fumerie d'opium et affirme avoir acheté la liberté d'une prostituée. Sans surprise, Henri n'était pas toujours capable de suivre le rythme de sa femme et il retournait parfois en Californie pour se reposer et récupérer pendant qu'elle continuait à voyager. C'est aussi pendant ces années-là qu'elle a commencé à collectionner des objets exotiques comme des perles, des pierres précieuses, des vases chinois, des statues de Bouddha et bien d'autres choses. Elle est également devenue l'une des premières femmes du monde occidental à avoir une série de tatouages, ce qui restait encore une tradition très ancrée dans certaines parties du monde à la fin du XIXe siècle. Amy et Henry se sont installés au milieu des années 1890 après son retour en Californie. Ils ont déménagé à New York, mais leur mariage s'est détérioré et ils ont divorcé en 1900. Henry était bien conscient depuis de nombreuses années
des infidélités répétées dans Miami, et pendant ses voyages en Extrême-Orient, avec ou sans son deuxième mari, elle a eu plusieurs liaisons. En effet, de nombreuses années plus tard, elle affirmait que si les lois occidentales et les traditions chrétiennes n'avaient pas été appliquées, elle s'était en réalité mariée plus d'une douzaine de fois, car certains de ceux avec qui elle avait eu des relations en Extrême-Orient dans les années 1890 l'avaient théoriquement épousée lors d'échanges de vœux polygames. À New York en 1901, elle a contracté ce qui pourrait être considéré comme son mariage le plus stable et le plus amoureux. Jackson Guru était un auteur-compositeur et un bohème excentrique, tout comme Amy. Par exemple, ensemble, ils ont fondé une colonie bouddhiste à New York, ce qui n'est guère une activité inhabituelle pour de nombreux habitants de la Grosse Pomme aujourd'hui, mais qui aurait été très inhabituelle pour les observateurs au début du XXe siècle. Ensemble, le couple est devenu un duo bien connu à Manhattan. Ils assistaient régulièrement à des pièces de Broadway et étaient mentotés des proches de certaines figures littéraires de la ville. Enrico Caruso, sans doute le ténor d'opéra le plus célèbre de l'âge d'or, était un ami et rendait régulièrement visite à leur maison, où ils organisaient en SCO des soirées fréquentées par les milieux culturels de la ville. Les détails de ces soirées, avec des anecdotes croustillantes sur leur vie, faisaient souvent la une des chroniques mondaines des journaux new-yorkais. À cause de ce mode de vie, le couple était évité par une grande partie de la haute société new-yorkaise, y compris certains membres de la famille élargie d'Amy. Le public, cependant, était fasciné par cette héritière excentrique qui avait tant d'histoires aventureuses et une foule de jeunes admirateurs masculins. Le Philadelphia Inquirer l'a même désignée comme la femme la plus fascinante de son époque. Amy et Jackson n'avaient pas d'enfants biologiques, mais ils ont adopté 3 enfants, 2 filles nommées Dolores et Yvonne, et un garçon nommé Reginald. Amy adoptera plus tard séparément une autre fille, Yolanda, tout en renouant avec sa fille biologique, Gladys. Leur bonheur familial harmonieux, mais toujours intéressant, prit fin tragiquement en 1910 lorsque Jackson mourut des suites de complications causées par une grave amygdalite. Bien qu'elle se soit remariée plus tard, comme vous le verrez, Amy a gardé le nom Guru pour le reste de sa vie. Après la mort de Jackson, et en raison de celle-ci, ainsi que de la façon dont chacun de ses faits et gestes était scruté par la presse new-yorkaise, elle s'est installée à Paris. La ville Lumière était déjà bien établie comme la capitale culturelle du monde au début des années 1910 et continuerait d'occuper cette position pendant encore un quart de siècle. Elle allait vivre ici les 27 années suivantes, visitant régulièrement les États-Unis. Parmi ses nombreuses connaissances dans la capitale française figuraient le peintre Henri Matisse, le sculpteur Auguste Rodin et l'écrivain et critique littéraire Jean Cocteau, tout en croisant sans doute d'autres expatriés américains à Paris dans les années 20 comme Ernest Hemingway, Gertrude Stein et F. Scott Fitzgerald. Elle continua à avoir une vie amoureuse haute en couleurs, ce qui correspondait à la déclaration de la presse la qualifiant de reine de Bohème. Avec toute cette attention portée à son mode de vie fascinant, elle décrira plus tard « Je crois absolument que vivre dans le sens le plus complet du terme, découvrir toute la beauté de la vie et se plonger totalement dans les êtres humains qui fourmillent dans cette existence est un art pur. C'est, je le pense sincèrement, la plus haute réalisation artistique à laquelle nous puissions aspirer. Toutes les formes d'art reconnues, vos peintures, vos sculptures, votre musique, vos livres, toutes ces choses ne sont que les symboles de cet art supérieur, la vie. » Au milieu des années 1910, sa maison en ville, surnommée la Maison de la Fantaisie, est devenue un refuge pour les aristocrates russes fuyant le déclenchement de la Révolution russe et la montée de l'Union soviétique dans leur pays. Elle a même épousé 2 de ses amis, la première étant le jeune prince Alexandre Michkinov en Pimantsetamon. Cela provoqua un énorme scandale international, car il eut une liaison avec sa fille pour adoptive Yvonne, qui n'avait que 15 ans à l'époque. Suite à cela, Amy a rapidement demandé le divorce. Le mariage prit fin en 1916 et il fallut attendre encore 9 ans avant qu'elle n'épouse son prochain prétendant, le prince Mstislav Galitzine. Au début de la soixantaine, elle épousa Galitzine, âgé de 26 ans en 1925. L'union ne dura que 2 ans.
en partie à cause de la différence d'âge, mais aussi parce que Amy continuait à considérer la monogamie comme une théorie plutôt qu'un principe. Elle assistait régulièrement à des événements en ville avec l'un de ses compagnons préférés, un serpent boa constrictor. Il lui arrivait de fréquenter Aleister Crowley, déjà à l'époque un partisan bien connu de la magie, du savoir ésotérique et d'un mode de vie libertin. Apparemment, Crowley demandait Amy en mariage presque chaque fois qu'il la voyait ou lui écrivait, et il tenait dans ses journaux une description explicite de leur liaison qui dura une décennie. Après son dernier divorce en 1927, Amy ne s'est pas remariée. Elle a continué à vivre à Paris pendant de nombreuses années. Bien que la ville ait commencé à perdre son statut de centre mondial du bohème dans les années 30, après le krach de Wall Street et la Grande Dépression qui mirent fin à la débauche des années 1920 et à l'ère du jazz. Elle a progressivement commencé à passer plus de temps chez elle, aux États-Unis, dans les années 30, et c'est durant ces années qu'elle a commencé à compiler ses réflexions sur sa vie dans un mémoire de la longueur d'un livre. Celui-ci a été publié en 1936 sous le titre « Et je le referai ». Il offre un récit saisissant de sa vie, des situations souvent étranges dans lesquelles elle s'est retrouvée et de son approche intransigeante de la vie. C'est une lecture agréable, même près d'un siècle plus tard. Au moment où « Et je le referai » a été publié, Amy vivait en grande partie de nouveau à New York. Sa santé déclinait et elle avait désormais plus de 70 ans. Elle est à son décédé le 7 février 1941, à l'âge de 76 ans. Ses restes ont été transférés en Californie, où ils ont été inhumés dans le caveau familial Crocker dans le cimetière historique de la ville. Ayant demandé la crémation, ses restes ont été placés dans une urne avec ceux de son troisième mari, le seul de ses mariages qui ne s'est pas terminé par un divorce puisqu'il est décédé alors qu'il était encore marié avec elle. Sans surprise, compte tenu de sa vie excentrique, il fallait bien qu'il se passe quelque chose même après sa mort, et l'urne a été volée quelque temps après son inhumation. Nous retournons maintenant en Angleterre, pour enquêter sur d'étranges apparitions du XIXe siècle. Ce récit mystérieux a été raconté par le brillant Mortis Media. Par une journée d'automne tardive en 1837, une jeune fille du nom de Mary Stevens se rendait à son travail à Lavender Hill, un quartier qui se trouvait alors à la lisière sud-ouest de Londres et qui, quelques décennies plus tôt, faisait encore partie de la campagne au-delà de la ville. Mary Stevens venait tout juste de quitter Battersea, où elle avait rendu visite à ses parents. Alors qu'elle traversait Clapham Common entre Battersea et Lavender Hill, un incident terrifiant se produisit. Une silhouette étrange, presque démoniaque, surgit d'une ruelle et se précipita sur elle. La créature attaqua Mary Stevens, lui lacérant la chair avec les griffes qu'il avait à la place des mains. Mary Stevens rapporta plus tard que le contact de la créature était glacé comme la pierre. Elle a crié quand la créature l'a attaquée et la silhouette, surprise, l'a relâchée rapidement avant de s'enfuir. C'était apparemment la première apparition de l'entité, qui allait bientôt être connue sous le nom de Jack Talon à ressort. En novembre 1837, de nombreuses autres apparitions avaient été signalées à travers Londres. Il décrivait une créature qui, disait-on, apparaissait soudainement, sautant souvent des distances incroyablement grandes devant des personnes ou des voitures en mouvement dans les rues de Londres. Plusieurs cochers ont rapporté avoir dû tenter soudainement d'arrêter les chevaux tirant leur voiture lorsque la créature apparaissait presque de nulle part devant eux, puis s'éclipsait tout aussi rapidement. Un autre témoin a affirmé que l'agresseur mystérieux avait sauté par-dessus un mur de près de 3 mètres de haut en ricanant de façon maniaque. En quelques semaines, les récits concernant cette étrange entité circulaient largement dans tout Londres et beaucoup se demandaient qui ou quoi avait attaqué Mary Stevens et plusieurs autres personnes. À la fin de l'année 1837, l'inquiétude avait tellement grandi que le maire de Londres, Sir John Cowan, publia une lettre dans le journal The Times dans les premiers jours de 1838, essayant d'apaiser les craintes concernant ces apparitions.
Dans cette lettre, le maire rassure les citoyens de Londres en affirmant qu'il s'agissait en réalité d'un individu qui se déguisait et visitait de nombreux villages près de Londres sous 3 apparences: un fantôme, un ours et un diable. Cependant, il a été affirmé qu'il s'agissait du résultat d'une farce, très probablement orchestrée par un membre de l'aristocratie britannique, car ils auraient les fonds nécessaires pour organiser ces canulars élaborés. Un certain nombre d'apparitions tristement célèbres ont suivi au début de l'année. En 1838, l'une de ces apparitions eut lieu dans la nuit du 19 février lorsqu'une jeune fille de 18 ans, Jeanne Alsop, a ouvert la porte de la maison de son père à Old Ford, dans ce qui est aujourd'hui la région de Tower Hamlets à Londres. Elle déclara plus tard que, lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva quelqu'un qui prétendait être un policier vêtu d'une grande cape. Quand elle apporta une bougie pour avoir de la lumière, elle fut attaquée par la silhouette qui, selon elle, vomissait des flammes bleues et blanches par la bouche, puis tenta de lui lacérer le cou et les bras avec des mains semblables à des griffes. Après quelques instants terrifiants, la créature s'était enfuie à travers les champs. Une enquête de police a suivi, mais elle n'a pas abouti. Un voisin a signalé avoir vu un jeune homme portant une grande cape à proximité au moment de l'attaque, mais le seul suspect était un menuisier local appelé Milbank, dont l'alibi était qu'il était tellement ivre le soir en question qu'il ne se souvenait plus où il avait été ni ce qu'il avait fait. Milbank aurait apparemment affirmé lors d'une visite au pub à l'époque qu'il était Spring-Heeled Jack, mais la police a finalement conclu qu'il n'était qu'un ivrogne grande gueule. L'affaire d'Alsop pourrait avoir été entièrement inventée de toute façon, puisqu'elle était la seule victime à avoir affirmé que Jack lui avait réellement parlé avant de l'attaquer. Peut-être cherchait-elle de l'attention. Des dizaines d'agressions ont été signalées dans les semaines qui ont suivi à Londres et dans la région environnante. Par exemple, le dernier jour de février 1838, Lucy Scales, qui comme Alsop avait 18 ans, a été agressée dans une ruelle du quartier de Limehouse, dans la ville. Elle a affirmé que Jack lui avait aussi soufflé du feu bleu au visage et que cette expérience l'avait rendue hystérique. La police a continué d'enquêter sur des apparitions comme celle-ci et une récompense a été offerte pour toute information, mais à ce stade, les premières apparitions inspiraient manifestement des imitateurs amateurs et il devenait de plus en plus difficile de distinguer les véritables témoignages des simples rumeurs. Les journaux n'arrangeaient rien, certains publiant des récits sensationnalistes sur des personnes qui seraient mortes de peur après avoir été attaquées par Jack dans les rues. À ce moment-là, les caractéristiques présumées de Jack Talons à ressort étaient largement établies. Son principal trait était, disait-on, son agilité, se déplaçant avec une rapidité incroyable, avec la capacité de sauter des distances de 10, 15, voire 20 pieds. Certains y voyaient des pouvoirs paranormaux ou surnaturels, mais d'autres, qui continuaient à croire qu'il devait y avoir une explication logique au phénomène, ont vite imaginé que le personnage mystérieux avait des ressorts insérés dans les talons de ses chaussures, ce qui le propulsait vers le haut et lui permettait de sauter de telles distances. Ainsi naquit le nom de Jack Talon à ressort, qui semble s'être largement répandu à la fin du printemps de 1838. À la fin du début de l'été de 1838, Jack Talon à ressort faisait parler de lui dans tout Londres et apparaissait régulièrement dans les journaux à sensation et même sur les scènes londoniennes. Cependant, c'est au sommet de sa célébrité que les signalements de Jack commencèrent à diminuer. À la fin de 1838, les rapports officiels d'attaque par lui avaient disparu dans la capitale. Et les rares cas où il aurait prétendument fait son apparition provenaient d'autres régions d'Angleterre, où la nouvelle de cet agresseur surnaturel inspirait tardivement des imitateurs dans les campagnes. En 1839, l'hystérie s'était en grande partie apaisée, et Jack était devenu davantage un personnage littéraire qu'une personne que l'on craignait réellement de croiser dans une ruelle de Londres. Au cours de l'année 1840, il développa une sorte de personnage folklorique, une espèce de bandit surnaturel que l'on croyait attaquer les voyageurs solitaires sur les routes quittant Londres. Parfois, une attaque présumée était officiellement signalée,
comme ce fut le cas d'une femme qui fut agressée à Tegemouth en 1847, et la police pensa que Jack Talon à ressort pouvait être revenu pour terroriser les habitants de la ville 10 ans après sa première apparition. Plus tard, le spectre de Jack Talon à ressort fut de nouveau évoqué au début des années 1870, lorsqu'on rapporta des apparitions de fantômes en succession rapide à Peckham, dans le sud-est de Londres, et dans le Sussex. Les derniers témoignages de personnes croyant que Jack Talon à ressort était revenu semblent avoir eu lieu à Liverpool en 1904, plus de 65 ans après sa première apparition à Londres. En cherchant à comprendre le phénomène de Jack Talon à ressort, les historiens et les commentateurs culturels ont proposé des avis et des théories différents pour expliquer l'ensemble de l'épisode. Certains ont cherché des réponses dans le paranormal. Par exemple, de nombreux auteurs du XXe siècle suggèrent que Jack était une sorte d'extraterrestre, tandis que d'autres ont envisagé que Jack était une sorte de créature mi-homme, mi-monstre, une entité cryptozoologique semblable au Bigfoot ou au Chupacabra. Les occultistes ont également été prompts à affirmer que Jack était un exemple de diable ou d'une autre créature démoniaque se manifestant. Selon cette théorie, Jack Talon à ressort aurait été invoqué par des occultistes ou un autre adepte de la magie noire et aurait semé la terreur dans le Grand Londres avant d'être rappelé dans les enfers en 1838. D'autres ont encore soutenu que tout élément surnaturel impliqué se produisait en réalité dans l'esprit des premières victimes présumées de Jack. Selon ce point de vue, la première apparition de Jack, vue par des personnes comme Mary Stevens, serait le résultat de personnes droguées en état d'ébriété ou mentalement perturbées. Dans cette théorie, la première ou les deux premières apparitions étaient des produits de l'imagination des gens, et celles qui ont suivi étaient le résultat de l'hystérie ou d'imitateurs. Une théorie qui a gagné beaucoup de terrain à l'époque et à laquelle il a été fait allusion dans la lettre que le maire de Londres a publiée dans le Times en janvier 1838 était que Jack Talon à ressort était une ruse élaborée orchestrée par un membre de la noblesse. Cette théorie soutenait à l'époque qu'un noble avait perdu un pari et que le paiement consistait à fabriquer l'apparition d'un être surnaturel dans Londres. Et il y a une certaine crédibilité à cela. Un membre de l'aristocratie britannique aurait certainement eu assez d'argent pour financer une escroquerie aussi élaborée, car il ne manquait pas de tables de jeu à enjeux élevés dans le Londres du XIXe siècle où un pari de ce genre aurait pu être fait. En effet, cette théorie était si populaire qu'il y eut de nombreux débats pour savoir qui pouvait bien être le noble en question. La plupart s'étaient mis d'accord sur l'idée que le père irlandais Henry de la Poix Beresford, troisième marquis de Waterford, en était responsable. Beresford était un jeune noble d'une vingtaine d'années à l'époque, et il faisait régulièrement la une des journaux pour avoir provoqué des troubles publics avec une bande de compagnons ivres qu'il gardait comme entourage. Par exemple, en avril 1837, ils étaient arrivés ivres à Melton Mowbray, où ils avaient attaqué un gardien de péage et un agent de police, puis les avaient couverts de peinture rouge. Beresford passait régulièrement devant les tribunaux pour répondre des accusations liées à l'incident de Melton Mowbray et à d'autres épisodes de hooliganisme au milieu et à la fin des années 1830. Par conséquent, beaucoup de gens à l'époque pensaient qu'il avait financé quelqu'un qui savait cracher du feu, se déguiser et possédait une sorte de botte à ressort qui lui donnait l'apparence de quelqu'un capable de bondir et de sauter des distances anormales. Ce n'est pas totalement invraisemblable, mais cela ne peut être prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Cependant, l'histoire de Spring Hill Jack pourrait aussi être un exemple du rasoir d'Occam. La théorie veut que l'explication la plus simple pour quelque chose soit la plus probable. Dans ce cas, l'explication la plus probable est qu'une société encline à croire aux légendes sur les monstres gothiques et le surnaturel était prête à exagérer complètement un conte populaire qui s'est développé en 1837. Au XIXe siècle, les récits de surnaturel et d'horreur gothique abondaient. Il y avait régulièrement des signalements d'apparitions de fantômes et d'autres entités dans la ville de Londres à partir des années 1800.
Au moment où Spring Hill Jack a soudainement commencé à apparaître dans les récits surnaturels de Londres, les histoires d'horreur et de monstres étaient publiées et trouvaient un large public à travers l'Angleterre sous la forme des Penny Dreadful, des publications de fiction bon marché. C'était aussi le siècle des récits d'horreur gothique d'Edgar Allan Poe, du Frankenstein de Mary Shelley et du Dracula de Bram Stoker. Dans cet environnement, il est tout à fait plausible que l'histoire de Spring-Heeled Jack soit basée sur un événement inhabituel et inexpliqué survenu à la fin de l'année 1837, et que la plupart de ce qui a suivi ensuite était dû au fait que les gens laissaient libre cours à leur imagination à une époque où ils étaient déjà enclins à croire au surnaturel et à des personnages tout droit sortis des Penny Dreadfuls. Comme l'a noté Guillaume d'Occam, l'explication la plus évidente est la plus probable. J'espère que vous avez aimé le récit précédent, car pour le dernier, nous partons aux États-Unis avec mort. Autour de la... Vers l'an 1857, un mystérieux vagabond a été aperçu voyageant dans les États de New York et du Connecticut. Au moment où la guerre de sécession éclata en 1861, on remarqua qu'il suivait toujours le même circuit entre la rivière Connecticut et la rivière Hudson. En raison des difficultés de l'époque, beaucoup de gens n'avaient ni travail, ni nourriture, ni toit au-dessus de leur tête. Pourtant, malgré cela, l'homme mystérieux continua de vivre et il allait bientôt devenir une figure mythique qui traversait différentes villes se trouvant sur son itinéraire. Au cours des années 1800, les vagabonds errants n'étaient pas quelque chose d'inconnu. Les habitants connaissaient ceux qui vivaient près de leur ville, et s'ils restaient dans les environs, leurs histoires finissaient vite par se répandre. Pourtant, cet homme était différent et bien plus mystérieux que n'importe quel autre vagabond. Chaque fois que quelqu'un essayait de s'approcher de lui ou d'en apprendre plus sur son histoire, il devenait encore plus distant. Il a été dit que lorsque les habitants lui demandaient d'où il venait, il mettait soudainement fin à la conversation et s'en allait. On le décrivait comme un homme à l'apparence inoffensive, silencieux et laborieux. Pourtant, à cause de son apparence très particulière, il paraît que les chevaux très nerveux s'arrêtaient et refusaient d'avancer jusqu'à ce qu'il soit passé. On ne savait rien de cet homme, si ce n'est qu'il suivait le même long trajet année après année. Le long circuit qu'il suivait lui prenait environ 34 jours. Il le répétait sans cesse, traversant chaque année les mêmes villes de l'ouest du Connecticut et de l'est de New York, et il parcourait un total de 365 miles. Certaines des villes qu'il traversait comprenaient Brewster, Terryville, Greenwich, Somers, Hamden et Wilton, parmi beaucoup d'autres. Pendant qu'il suivait son itinéraire, l'homme mystérieux était toujours vêtu de cuir. On dit que son costume en cuir unique pesait environ 60 livres. En raison de ses vêtements, qui comprenaient un chapeau, une écharpe, des chaussures et d'autres habits, tous fabriqués en cuir artisanal, il devint connu sous le nom du vieil homme de cuir. Pendant les années où le vieil homme de cuir passait son temps à errer, il vivait dans des grottes et des abris sous roches, passant la plupart de son temps dans la nature, ne s'arrêtant dans les villes que pour se procurer de la nourriture et des provisions toutes les 5 semaines. Ces grottes du vieil homme de cuir, comme on les appelait, servaient à stocker de la nourriture et d'autres biens. Après la mort du vieil homme de cuir, ces lieux sont devenus des points d'intérêt dans la région, et ils le restent encore aujourd'hui. Le 7 avril 1870, un article sur cet homme mystérieux a été publié. Il l'appelait « l'homme revêtu de cuir » et tentait de révéler les rares informations connues à son sujet. Dans l'article, il mentionnait qu'il était très discret. On dit que lorsqu'il communiquait, il n'utilisait que des mots d'une seule syllabe, ainsi que des grognements et des gestes, comme pointer sa bouche pour demander de la nourriture. Son anglais était noté comme étant approximatif. Pourtant, des rumeurs affirmaient qu'il lui arrivait parfois de dire quelques phrases en français. Cela a fait croire à beaucoup que c'était sa langue maternelle. On ne sait pas exactement de quoi il vivait. On pense qu'il avait de l'argent, ce qui est étrange puisqu'il le refusait des autres.
Mais d'une manière ou d'une autre, il parvenait à acheter des ressources de base. Un magasin tenait un registre de ses commandes qui comprenait une miche de pain, une boîte de sardines, une livre de biscuits fins, une tarte, 2 pintes de café et un quart de litre de brandy avec une bouteille de bière. Le Leatherman attirait l'attention en traversant les villes. Son apparence distinctive et son incroyable ponctualité faisaient se demander aux gens comment cela était possible, ce qui attisait encore plus leur curiosité. Sa nature paisible et inoffensive a fait que beaucoup de gens ont fini par l'apprécier. Sa ponctualité était telle que les habitants disaient qu'on pouvait régler sa montre sur son emploi du temps. Apparemment, c'était considéré comme un grand honneur qu'il s'arrête à votre porte pour manger. Ainsi, dans certaines circonstances, des habitants amicaux lui préparaient de la nourriture et la lui remettaient à des heures précises. Le Leatherman était toujours à votre porte pile à l'heure, puis il mangeait généralement la nourriture sur le pas de la porte. De plus, dans certaines écoles, ils avaient une journée du Leatherman. Les meilleurs élèves étaient choisis pour lui apporter des vivres, un privilège convoité. En 1979, l'État du Connecticut a adopté une loi contre le vagabondage. Cela a donné à la police la possibilité d'arrêter et d'emprisonner les vagabonds. Cependant, cette loi ne semblait pas s'appliquer à l'homme de cuir. En réalité, dans le Connecticut, 10 villes situées sur son itinéraire ont décidé de l'exempter de la nouvelle loi de l'État. Avec le temps, des histoires sur sa vie ont vu le jour. L'une d'elles affirmait que le vieux homme de cuir avait été faussement accusé d'un crime dans un pays lointain. Pour éviter l'emprisonnement, il s'est enfui aux États-Unis pendant que la femme qu'il aimait tentait de laver son honneur. Certains ont émis l'hypothèse qu'il avait une épouse dévouée qui était soudainement décédée, ce qui avait gravement affecté son équilibre mental. D'autres théories mentionnaient qu'il était Jules Bellet et ont commencé à l'appeler ainsi. L'histoire raconte qu'il est né dans une famille très pauvre. Mais malgré cela, il a réussi à obtenir un diplôme universitaire et il est tombé amoureux de la fille du propriétaire d'une usine de cuir appelée Marguerite Larron. Cependant, il n'approuvait pas ses origines modestes. Malgré cela, le propriétaire de l'usine a donné une chance à Jules. Mais après un investissement désastreux, le jeune homme de Lyon a perdu tous les fonds de l'entreprise et ainsi la femme dont il était follement amoureux. Après avoir tout perdu, il est parti en Amérique pour y vivre ses années dans le désespoir. À partir de ce moment-là, il erra dans la solitude vêtu de la substance de sa ruine. Ce récit fascinant était en réalité totalement faux. Pourtant, à ce jour, il reste à raconter. Au fil des années, il erra, l'homme de cuir survécut à des températures glaciales, des vents violents, de fortes chutes de neige et même à la grande tempête de neige de 1888. Dans ces grottes, l'homme de cuir allumait des feux pour tenter de se réchauffer. En hiver, mais cela ne fonctionnait pas toujours car son visage a souvent été gelé par le froid. Cependant, il a gardé tous ses doigts, contrairement à d'autres vagabonds de l'époque. Et dans la région, lors de la grande tempête de neige de 1888, l'une des plus violentes jamais enregistrées. Dans l'histoire américaine, l'homme de cuir a été arrêté, mais on pense que cela s'est produit parce que les habitants s'inquiétaient pour sa santé. Pendant la tempête de neige, le vieux homme de cuir a été retrouvé dans l'une de ses grottes, presque gelé à mort. Suite à cela, il a été soigné dans un hôpital et réanimé. Un diagnostic a révélé qu'il était sain d'esprit malgré une affection émotionnelle. Comme il avait de l'argent et souhaitait être libéré, il a été relâché et a continué à vivre comme il l'avait fait pendant des années. L'homme de cuir a été retrouvé mort le 24 mars 1889 dans l'un de ses abris habituels appelé la grotte de Sawmill Woods près d'Ossining, New York. La cause de sa mort a été débattue. Certains témoignages mentionnent que c'était dû à un cancer de la bouche causé par sa consommation excessive de tabac. D'autres affirment que c'était à cause d'une étrange blessure à la tête. Le Leatherman a reçu des funérailles appropriées de la part des habitants à la hauteur de son statut de célébrité dans la région. Il a été inhumé au cimetière de Sparta à Ossining, New York.
Sur sa pierre tombale, il est inscrit « Dernière demeure de Jules Borlée de Lyon, France, le Leatherman, qui parcourait régulièrement un itinéraire de 585 km à travers Winchester et le Connecticut, du fleuve Connecticut à l'Hudson, vivant dans des grottes de 1858 à 1889. » Pourtant, ce n'était pas vrai. Curieusement, lors de l'exhumation de sa tombe en 2011, aucune trace de son corps n'a été retrouvée. Ses restes avaient disparu. À la place, tout ce que les ouvriers ont trouvé, c'était quelques grands clous de cercueil. Par la suite, les restes de sa vie ont été rassemblés et réenterrés dans un endroit plus central du cimetière avec une pierre tombale qui porte, plus justement, l'inscription « L'homme de cuir ». Très peu de choses ont jamais été confirmées à son sujet, faisant de lui un véritable homme mystérieux. Parmi ses effets personnels retrouvés près de son cadavre se trouvait un livre de prières en français. Cela, ainsi que ses chaussures de style français et le fait qu'il refusait de manger de la viande le vendredi, nous permet de supposer qu'il était catholique romain français. Mais à part cela, on ne sait presque rien d'autre. Il est probable que nous ne découvrirons jamais vraiment qui était le mystérieux homme de cuir. Sa vie et ses origines inconnues donnent encore plus de crédit à sa légende, de son vivant comme après sa mort. C'est pour cette raison qu'il était si largement connu des habitants et qu'il reste pertinent encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur ces histoires étranges et bizarres. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Dites-moi ce que vous avez pensé des histoires dans les commentaires sont aussi dessous. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser aussi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès que je les publie. Bref, c'est tout pour moi. À la prochaine dans une autre vie oubliée. Merci.